Je suis très honorée de participer à ce congrès et je voudrais tout particulièrement donc, remercier le comité d'organisation de m'avoir associée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des infections respiratoires basses et l'antibiorésistance en 2022. Donc, les infections respiratoires basses constituent un problème de santé publique de par leur fréquence et leur potentielle gravité, que ce soit dans les pays en voie de développement ou les pays industrialisés. Et donc, ces infections constituent la quatrième cause de mortalité et de décès dans le monde et la première cause de mortalité par maladie infectieuse. Alors, elles constituent aussi un motif de consultation, d'hospitalisation et de prescription d'antibiotiques, souvent injustifié et qui va contribuer à l'augmentation de la résistance des bactéries communautaires aux antibiotiques et ce qui va entraver le respect du bon usage des antibiotiques et donc ça risque de compromettre leur efficacité pour les années à venir. Donc les conséquences du mauvais usage des antibiotiques, tout d'abord, c'est une augmentation du taux de résistance qui va compromettre l'efficacité de l'antibiothérapie probabiliste, mais également une augmentation de la morbidité et de la mortalité, et aussi un coût socio-économique qui est augmenté avec un allongement de la durée d'hospitalisation et l'adjonction d'examens complémentaires. Donc, dans le monde, on recense à peu près 700 000 décès dus à la résistance bactérienne. Et comme vous le savez tous, le terme infection respiratoire basse englobe 3 entités différentes, qui sont la bronchite aiguë, l'exacerbation aiguë de la BPCO, la pneumonie. Et ces 3 entités sont difficilement distinguables d'un point de vue clinique, vu que les signes cliniques sont en commun. On les retrouve pour les 3 entités, que ce soit la toux, l'expectoration, la douleur thoracique ou la dyspnée. Mais d'un point de vue étiologique, elles diffèrent d'un point de vue étiologique. Donc pour les bronchites aiguës, elles sont dans 90% des cas d'origine virale, donc ne nécessitent pas de traitement antibiotique. Et ces bronchites aiguës représentent 75% des infections respiratoires basses. Pour les surinfections des BPCO, elles sont aussi bien d'origine virale que bactérienne et elles représentent à peu près 20 à 25% des infections respiratoires basses. Et finalement, les pneumonies, qui sont d'origine bactérienne et nécessitent donc systématiquement la mise sous antibiothérapie, elles ne représentent que 10% des infections respiratoires basses. Alors, pour une prise en charge pour ces infections respiratoires basses, la prise en charge est souvent probabiliste et souvent elle est aussi démarrée précocement. Donc la connaissance de l'épidémiologie bactérienne locale est primordiale pour cette prise en charge. Et pour cela, donc, les principaux germes responsables d'infections respiratoires basses, et en particulier pour tout ce qui est exacerbation des BPCO, nous avons le pneumocoque, essentiellement le pneumocoque, l'hémophilus, moraxella, et on retrouve quelquefois le Pseudomonas aeruginosa chez les BPCO sévères. Pour tout ce qui est pneumonie, donc au niveau de cette étude, c'est une revue systématique de la littérature qui a englobé plus de 140 articles et qui a essayé de stratifier les étiologies bactériennes en fonction des techniques microbiologiques utilisées. Donc comme professeur Galgouri vient d'en parler, et de la session d'avant, maintenant il y a de plus en plus de techniques modernes qui ont amélioré et fort amélioré le diagnostic microbiologique. Donc sans grande surprise, nous retrouvons le pneumocoque en chef de file, donc quelle que soit la technique utilisée, avec des fréquences comprises entre 33 et 50% des cas. En seconde position, nous avons Haemophilus influenzae. À part égale, nous avons les staphylocoques aureus et les entérobactéries, avec Klebsiella en particulier. Alors, Pseudomonas aeruginosa et moraxella sont des causes beaucoup moins fréquentes. Et à côté de ces bactéries, il y a les bactéries atypiques, donc Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila et Legionella. Alors, au niveau de cette étude, qui a évalué les étiologies et les décès imputables aux infections respiratoires basses, donc nous retrouvons, sans grande surprise, le pneumocoque, toujours présent, et qui est associé à un chiffre important de mortalité. Donc, quelles que soient les tranches d'âge, nous avons le pneumocoque qui est en première position. Donc, et il est responsable de 16 décès pour 100 000 habitants, quelle que soit la tranche d'âge. Et ce chiffre peut aller jusqu'à 122 décès
par 100 000 habitants chez les personnes âgées. Alors, quel est l'état de la résistance bactérienne aux antibiotiques des principaux agents responsables des infections respiratoires? Donc, nous arrivons au vif du sujet et le sujet qui fâche. Donc, nous allons commencer par le Streptococcus pneumoniae, qui est le plus fréquent, le plus redouté, et nous allons donc parler des données européennes. Donc, selon le CDC, ce pneumocoque, dans les souches, donc les souches de pneumocoque invasives, parmi ces souches, nous avons 16% de souches de sensibilité diminuée à la pénicilline. Et ces taux donc, varient selon les différents pays européens. Donc là, par exemple, dans les pays, donc dans l'Europe de l'Est et les pays nordiques, c'est des chiffres qui sont inférieurs à 10%. Par contre, dans le pourtour méditerranéen, donc en France, en Espagne, en Italie, c'est des chiffres qui sont compris entre 25 et 50% de pneumocoques de sensibilité diminuée. Et en Turquie, ça dépasse les 50% de sensibilité diminuée à la pénicilline. Qu'en est-il en Tunisie? Donc en Tunisie, et selon les données de l'antibiorésistance, l'ART, l'antibiorésistance en Tunisie, qui a un réseau de surveillance des résistances bactériennes et qui est constitué d'une dizaine de laboratoires de microbiologie dans différents centres hospitaliers tunisiens. Donc l'ART retrouve pour les souches de pneumocoques isolées de prélèvement respiratoire bas 67% de souches de sensibilité diminuée à la pénicilline. 46% de souches de sensibilité diminuée à l'amoxicilline et 5% de souches résistantes aux céfotaxines, ce qui est énorme. Et ces chiffres placent la Tunisie parmi les pays où la prévalence est la plus élevée. De même pour les macrolides, nous avons des chiffres alarmants, très inquiétants, plus de 64% de résistance aux macrolides. Alors ce qui est bien, c'est que la résistance au fluoroquinolone et à la lévofloxacine en particulier est pour le moment faible, mais il faut rester vigilant et veiller à ne pas développer ces résistances. Alors, ici, donc, toujours selon les données de l'ART, donc, pour déterminer la résistance, évaluer la résistance à l'amoxicilline et adapter le traitement, donc, nous avons déterminé les concentrations minimales inhibitrices du pneumocoque pour l'amoxicilline et à ce niveau, nous avons pratiquement 13% des souches de pneumocoques qui sont résistantes à l'amoxicilline avec des CMI supérieurs ou égal à 4 mg par litre. Là aussi, donc, ça veut dire que l'amoxicilline n'est plus efficace pour le traitement de ces pneumonies. Et au niveau de ce graphique illustre donc l'évolution de la résistance des souches de pneumocoques aux principales bêta-lactamines, la pénicilline G, l'amoxicilline et le céfotaxime. Et donc là aussi, on note une évolution importante de la sensibilité diminuée pour la pénicilline G et pour l'amoxicilline. Il est à noter que les souches de sensibilité diminuée à la pénicilline sont également multirésistantes ou plutôt présentent des pourcentages élevés aux autres familles d'antibiotiques. Donc ces souches, ces PSDP, présentent des résistances aux macrolides de plus de 84%, contrairement aux souches sensibles qui ont des résistances moindres. De même, on retrouve la même chose pour les cyclines et pour la lévofloxacine. Donc là aussi, on a des taux de résistance qui sont plus importants chez les PSDP que pour les souches sensibles. Alors là, c'est une étude qui a été réalisée il y a quelques années à l'hôpital Abdelrahman Mehmi. C'est la surveillance de la résistance aux pneumocoques et depuis quelques années, on retrouve aussi donc, des taux de PSDP importants, plus de 50% des souches qui étaient de sensibilité diminuée. Et c'était des souches isolées chez des patients souffrant d'infections respiratoires basses, de pneumonie particulièrement. Alors, là aussi, au niveau de cette étude, on retrouve l'association des PSDP avec des résistances élevées aux autres familles d'antibiotiques. Mais le plus de cette étude, c'est la mise en évidence des sérotypes ou sérogroupes circulants donc, chez cette population et qui sont souvent associés au PSDP. Donc nous avons le sérogroupe 19, le sérogroupe 14, le 6, le 9 et le 23. Et d'ailleurs, des études plus récentes, des études tunisiennes qui ont été réalisées ces dernières années, retrouvent toujours les mêmes sérogroupes circulants et toujours rattachés à des pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline, le 19, le 14, le 23, le 6, le 9, et donc qui sont toujours présentes. Mais la bonne nouvelle, il y a quand même une petite bonne nouvelle, c'est que ces sérogroupes sont quand même couverts par la vaccination. Donc,
les vaccins existants en Tunisie, que ce soit le 10-valent, le 13-valent ou le 23-valent, couvrent ces sérogroupes. Et donc, ce serait bien de généraliser cette vaccination. Alors, le deuxième agent responsable des infections respiratoires basses, c'est Haemophilus influenzae. Et selon les données de l'ART, donc nous avons pratiquement 49% des souches d'hémophilus isolées dans les prélèvements respiratoires qui sont résistantes à l'hémophilus, pratiquement 50% de résistance. Alors il faut savoir qu'il y a deux mécanismes de résistance. Un premier mécanisme qui est dû à une... Donc c'est le plus fréquent, c'est le prédominant. Donc il est dû à une production d'une enzyme qui est une bêta-lactamase. Donc cette bêta-lactamase confère la résistance uniquement à l'amoxicilline et donc la résistance due à ce mécanisme, elle est de 42%. Le deuxième mécanisme, c'est une modification de la cible, c'est une modification de l'affinité des protéines de liaison à la pénicilline. Et ce deuxième mécanisme confère la résistance à l'amoxicilline, mais en plus à l'augmentin, à l'association amoxicilline-acide clavulanique. Donc en Tunisie, nous avons pratiquement 10% de résistance à l'augmentin. Et surprise, donc depuis quelques années, depuis 2016, nous avons l'émergence de souches résistantes aux céfotaxime. Donc ça, c'est un fait très très préoccupant et inquiétant. Alors là aussi, un autre problème, c'est la résistance au fluoroquinolone qui est donc apparue depuis quelques années. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on a des résistances au fluoroquinolone. Qu'en est-il donc, dans le monde? Donc, par ailleurs, dans le monde, la résistance à l'amoxicilline est très variable. Donc, par exemple, en Turquie, on a 13% de résistance à l'amoxicilline, ce qui est paradoxal. Tout à l'heure, on a vu qu'en Turquie, il y avait plus de 50% de pneumocoques de sensibilité diminuée. Mais pour l'hémophilus, les taux de résistance ne sont pas aussi inquiétants. En Chine, on a 35% de résistance et en France, plus de 61% de résistance à l'amoxicilline. Alors là, nous avons une étude qui a été réalisée à l'hôpital Abdelrahman Mehmi, dont les données ne sont pas encore publiées, et qui a donc réalisé une surveillance des souches productrices, souches d'hémophilus productrices de bêta-lactamase, et on a remarqué qu'il y a une augmentation de ces souches. En effet, donc en 2013, il y avait 36% de souches qui étaient résistantes à l'amoxicilline par production du bêta-lactamase, et en 2019, ce taux a dépassé les 50%. Vraiment, là aussi, c'est très inquiétant. Par contre, en 2020, on a eu une petite chute. Mais il ne faut pas trop tôt crier victoire. Donc là, c'est plus raccordé ou relié à la pandémie du Covid. Et donc, d'ailleurs, on voit directement que le nombre de souches isolées est beaucoup moindre que par rapport aux autres années. Donc, c'était un accès limité des patients aux soins. Et du coup, nous avons beaucoup moins de souches. Et la tendance a été aussi observée en 2020. Alors, par rapport à la résistance moyenne sur la durée des 8 ans de l'étude, donc pour le céfotaxime, on avait une résistance de 0,8% et pour l'amoxicilline acide clavulanique, nous avons pratiquement 2% de résistance. Alors là, c'est une étude qui a été réalisée conjointement entre l'hôpital de l'Ariana et l'équipe du laboratoire de microbiologie de l'hôpital Charles-Nicolle, qui a mis en évidence donc l'émergence des souches d'hémophilus résistantes au céfotaxime. Donc ceci est très très préoccupant et qui nécessite donc une surveillance stricte et une rationalisation de l'usage des antibiotiques afin de préserver l'activité de ces molécules. Et l'autre problème de résistance d'Haemophilus influenzae, c'est la résistance au fluoroquinolone. Et donc, il y a quelques années, donc en 2013, en 2014, nous n'avons aucune souche résistante au fluoroquinolone, et en particulier à la lévofloxacine. Et en 2019, nous avons actuellement 15% de résistance au fluoroquinolone. Alors, pour Moraxella catarrhalis, qui est aussi incriminée dans les infections respiratoires basses, donc 90% des souches produisent une bêta-lactamase qui inactive l'amoxicilline et qui la rend inefficace. Par ailleurs, c'est une bactérie très sensible aux autres familles d'antibiotiques, les macrolides, les aminosides, les cyclines, donc elle pose moins de problèmes que les deux autres bactéries citées. Alors, pour les entérobactéries, et plus particulièrement la Klebsiella pneumoniae, donc selon les données de l'ECDC, 34% des souches invasives de Klebsiella sont résistantes aux céphalosporines de 3e génération. Et donc la résistance, elle est beaucoup plus retrouvée en Europe de l'Est, en Turquie, en Italie, en Grèce,
Dans le pourtour méditerranéen, la résistance elle est comprise entre 25 et 50%. Et le gros problème avec l'Epsiella, c'est l'émergence, même en Europe, de la résistance au carbapénème. Donc pratiquement 12% des souches sont résistantes au carbapénème, ce qui induit qu'aucune bêta-lactamine n'est active sur cette bactérie. Alors, par rapport au fluoroquinolone, il y a plus de 33% de résistance, et pour les aminosides, pratiquement 24% de résistance. En Tunisie, donc, nous avons des chiffres qui sont assez proches de ceux de l'Europe. Donc, plus de 45% des souches sont résistantes aux céphalosporines de 13e génération, 13% de résistance à l'imipenem, et pour les fluoroquinolones, pratiquement 35% de résistance. Et au niveau de ce graphique, donc, ça illustre l'évolution de la résistance de Klebsiella pneumoniae aux céphalosporines de 3e génération tout au long des 20 dernières années, et il met en évidence aussi l'émergence de la résistance au carbapénème depuis une dizaine d'années. Alors, quant à Pseudomonas aeruginosa, donc toujours en Europe, c'est une résistance qui est donc aux alentours de 19% pour l'association Tazobactam piperacilline, 15% pour la ceftazidime, 18% pour les carbapénèmes et pratiquement 20% pour les fluoroquinolones. En Tunisie, donc c'est aussi des chiffres qui sont assez proches, donc pratiquement 23% de résistance à l'association Tazobactam piperacilline, 19% pour le ceftazidime, 26% pour l'imipenem, et la particularité de ce pseudomonas, excusez-moi, c'est les souches muqueuses, donc qui semblent sensibles, mais en réalité, elles sont difficiles à éradiquer. Et finalement, le Staphylococcus aureus. Donc, ce Staphylococcus aureus, en Europe, c'est une résistance pour les souches invasives qui est aux alentours de 16% à la méticilline. En Tunisie, les moyennes nationales sont légèrement plus élevées. Elles sont aux alentours de 17% de résistance à la méticilline. Donc, en conclusion, la résistance aux antibiotiques ne cesse de croître en raison de l'utilisation abusive d'antibiotiques à large spectre. Certains antibiotiques tels que les macrolides, les bêta-lactamines, les fluoroquinolones prédisposent à l'acquisition d'une résistance à ces classes d'antibiotiques, en particulier pour le pneumocoque. Alors, comment réduire? Donc, pour la réduction du taux de prescription des antibiotiques, c'est un objectif de santé qui peut être atteint. Comment? En ayant un meilleur usage des antibiotiques, avec le respect des recommandations relatives au traitement des PAC, le choix des antibiotiques en concordance avec la résistance bactérienne locale et la généralisation de la vaccination antipneumococcique qui commence à être généralisée déjà par son introduction au niveau du calendrier vaccinal de l'enfant, et aussi la généraliser pour les personnes à risque, telles que les personnes âgées. Alors, grâce à ces efforts, nous pourrons réduire la résistance locale, préserver les molécules essentielles pour le traitement des infections respiratoires, ainsi donc limiter la propagation des bactéries multirésistantes et l'émergence des bactéries toto-résistantes. Et je vous remercie pour votre attention.